Bonjour et bienvenue sur les rendez-vous mensuels de design et collectivité. C'est le média, la plateforme de formation et la chaîne YouTube qui vous accompagnent pour développer sereinement votre carrière en design et en innovation sociale. Enchantée, je suis Erika et aujourd'hui nous sommes au 4e rendez-vous mensuel de la communauté, donc celui du mois de décembre. Nous aurons le plaisir de répondre à la question suivante. Comment surmonter la difficulté d'acculturer, de prouver la plus-value du design en innovation sociale lorsque nous sommes le ou la seule designer de notre structure? Question qui n'est pas du tout évidente. J'ai commencé à structurer quelques post-it. Le but, c'est que les autres participants puissent compléter également, donc n'hésitez pas si vous souhaitez réagir ou intervenir. Tout d'abord, le premier point que j'identifie, c'est de comprendre la culture de la structure. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre l'historique. Certaines structures ont par exemple un historique très centré sur des méthodes qu'on va qualifier de méthodes agiles. Et dans ce cas-là, ça fait que votre passif de structure est très orienté innovation avec une approche plus technologique, par exemple. Peut-être qu'il y a eu une direction plutôt de l'innovation qui s'est orientée vers de l'innovation numérique. Et là, du coup, c'est intéressant d'identifier quel type d'innovation est présent au sein de ma structure. Car oui, par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez de l'innovation managériale, donc le fait d'innover pour avoir un meilleur management, c'est-à-dire un meilleur encadrement d'autres personnes, plus d'accompagnement, être moins stressé, innovation managériale. Pour, par exemple, l'identifier, parfois ce n'est pas nommé en tant que tel, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de formations, beaucoup de choses qui sont proposées pour les cadres. Vous avez, par exemple, aussi de l'innovation, on va dire, centrée usager. C'est lorsque vous entendez souvent parler d'aller vers, des petits termes un petit peu comme ça, donc une certaine posture vers l'usager, ou plutôt que ce soit l'usager qui aille chercher ses services publics, c'est nous qui allons, par exemple, à leur rencontre pour permettre de limiter le non-recours aux droits. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui existe. Et là, c'est à vous un petit peu d'investiguer pour en savoir un peu plus. Parce qu'il y a toujours une base, un terreau fertile. Voilà, c'est plus qu'en fonction de la base en question, c'est à vous un petit peu de vous adapter. Et c'est là qu'on arrive en fait sur le deuxième point de comprendre la culture de la structure qui va être d'identifier leurs besoins. Donc c'est-à-dire d'identifier les besoins de vos collègues. Donc vous avez vos collègues, les autres directions, services, des dirigeants. Donc tout ça, ça va vous permettre de savoir quels sont leurs besoins et par la suite d'aller sur une offre de service qui y répond. Donc vraiment, c'est un petit peu ce que j'ai mis en dessous, c'est de designer en fait sa propre intégration au sein de la structure. Donc d'utiliser le design, donc la partie immersion, idéation, prototypage, pour vraiment utiliser ce process-là pour vous intégrer. Donc d'avoir une partie d'immersion où vous allez par exemple produire un rapport d'étonnement. C'est-à-dire que c'est le moment où vous êtes dans la structure au démarrage et vous voyez, on va dire, tout ce qui va et tout ce qui va pas. Vous êtes fraîchement arrivé. Ça, c'est très pratique de le faire justement à son arrivée parce qu'après, on est tellement ancré dans des pratiques et dans des routines qu'on n'a plus totalement ce regard neuf, cet étonnement qu'on avait au départ. Donc là, je vous invite vraiment à le faire le plus tôt possible. Donc après, par exemple, avoir formalisé un rapport d'étonnement qui peut être une sorte de livrable, vous allez pouvoir en fait générer en fait des idées. Donc c'est la phase qu'on appelle d'idéation. Pour vous demander comment répondre
au problème que j'identifie. Et pour ça, vous allez pouvoir adopter 2 approches. La première approche est, on va dire, la plus simple. C'est une approche qui est très littérale. C'est-à-dire que vous identifiez un problème et vous êtes en bottom-up. C'est-à-dire que vous identifiez un problème du terrain et vous le faites remonter pour que au-dessus, la hiérarchie puisse s'en saisir. Donc là, c'est bottom. Donc, s'autosaisir d'un sujet. C'est un petit peu le côté expérimentation. Donc là, vous êtes vraiment sur j'autoporte un sujet. Et la deuxième façon de procéder, c'est plutôt en fait top-down, qui est parfois la plus difficile, vu que ça nécessite de faire avec les besoins d'autrui. Donc c'est quand une direction vous sollicite, par exemple, pour répondre à ces problématiques. Par exemple, repenser un parcours d'accompagnement dans un accueil. Donc là, vous êtes à l'inverse, donc vraiment plus descendant, dans le sens où c'est la direction et vous allez devoir vérifier que ce besoin existe vraiment sur le terrain. Parce que parfois, on peut se dire « Ah, le problème, c'est que les usagers n'arrivent pas à trouver l'accueil », mais peut-être qu'en fait, avant même de trouver l'accueil, ils ne comprennent pas quelle est l'offre qui est proposée. Et du coup, ils vont dans le mauvais bâtiment en pensant que c'est le bâtiment des ressources humaines où ils vont avoir toutes les informations, alors qu'en fait, c'est l'opposé, c'est le bâtiment des ressources et de la logistique, par exemple. Donc, le top-down, c'est accompagner un service ou une personne, ça marche aussi pour une structure, hein, vous aurez compris, dans la résolution de son problème. Donc, une fois que vous avez fait ça, tac, 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 ça va vous permettre donc d'avoir un peu votre process qui est soit top-down ou bottom-up, et de pouvoir après, par la suite, formaliser une offre de service. De service ou de prestation, selon le type de structure dans lequel vous êtes. Donc là, c'est un peu votre prototype. Et après, c'est très simple. En fonction de l'approche que vous aurez préférée, vous allez pouvoir tester. Donc, puis effectuer un test et faire des itérations. Les itérations, c'est le fait de faire des boucles, donc d'améliorer au fur et à mesure son processus. C'est-à-dire de commencer avec une offre de service qui comprend par exemple uniquement de l'accompagnement de projet et d'inclure par la suite de la formation. Donc c'est des choses comme ça que vous pouvez faire. Un des autres points essentiels en parlant de formation justement, dans comprendre la culture de la structure, c'est d'identifier le degré d'acculturation à votre sujet. Par exemple, certaines structures ont, malgré en fait en apparence une mauvaise connaissance d'un sujet, ont quand même une facilité d'être acculturés. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir leur faire tout un travail, par exemple, sur la gestion de projet. Vous allez directement passer à l'innovation, voire même les former sur du design. Quand c'est pas le cas, il va vous falloir faire des paliers. C'est-à-dire de commencer avec un petit sujet, une première marche, puis une autre, puis de monter progressivement. Donc dans ce cas-là, en fait, vous allez devoir identifier le degré d'acculturation, puis développer une méthodologie pour favoriser l'interconnaissance. C'est-à-dire aussi, je précise, l'interconnaissance, c'est aussi une connaissance de leur métier, de leur spécificité en fait. Parce que c'est pas de l'acculturation juste moi j'aimerais bien que tout le monde comprenne ce qu'est le design, non, c'est aussi les autres qui aimeraient bien qu'on comprenne mieux leur métier. Et je pense que pour être un bon designer, il faut avoir cette facilité et cette curiosité de comprendre ce que fait vraiment l'autre pour pouvoir l'appliquer concrètement. Donc, développer une méthodologie pour favoriser l'interconnaissance et une compréhension fine des besoins
Donc ça, pour moi, c'est vraiment un des enjeux d'acculturation. En parallèle, on a aussi acculturé sur les enjeux d'innovation. Donc en fait, ça va en lien avec ce que je disais juste avant. Peut-être qu'en fait, je vais peut-être même faire ça comme ça. Je vais peut-être le mettre, voilà, comme ça, juste à côté en dessous, ça sera même mieux. Pour moi, il y a plusieurs façons d'acculturer, de façon très concrète. Le premier degré, c'est de la sensibilisation. C'est d'essayer d'informer, voire même, avant même la sensibilisation, je vais peut-être même mettre l'information. Le simple fait de dire à quelqu'un, écoute, j'existe, mon métier existe, qu'il en ait connaissance, parfois c'est vraiment la première clé. Parce que si les gens ne savent pas que vous existez, que, en plus en étant seul dans une structure, vous êtes généralement assez minoritaire. Donc là, dans ce cas-là, le fait de bien les informer va vous permettre par la suite de les sensibiliser. Donc, information, donc faire des rencontres. Donc là, c'est vraiment le terme que les travailleurs sociaux aiment bien, par exemple, donc d'aller vers. On va vers son public. Donc voilà. On a la partie du coup sensibilisation. Donc là, c'est le niveau en dessous, enfin, ou supérieur, on va dire, complémentaire, où là, dans ce cas-là, ce que vous allez chercher à faire, c'est, par exemple, faire des conférences inspirantes. Vous allez pouvoir également faire du co-développement pour résoudre des problèmes ensemble. Le co-développement, c'est quand on réunit plusieurs participants. Co-développement, je pense que je ne l'ai pas très bien écrit. Voilà, co-développement. C'est quand on réunit plusieurs participants ensemble pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc en fait, l'idée, c'est que le groupe sélectionne une solution, enfin plutôt sélectionne un problème pour y apporter une solution. Voilà. Donc conférences inspirantes, il y a les visites aussi. Donc ça, c'est encore des choses que vous pouvez explorer dans ce cadre-là. Après, il y a ce que j'affectionne particulièrement, qui est la formation. Donc là, on passe vraiment sur, allez les gars, j'identifie que vous avez par exemple un besoin d'être formé sur de la gestion de projet. Donc là, c'est développer des modules de formation adaptés donc quand je dis module de formation adapté à votre cible, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vos modules vous permettent en fait de prendre les personnes là où elles en sont. Donc par exemple, si les personnes ne connaissent pas le design de service public, donc par exemple le fait qu'un designer puisse s'intéresser à la conception de services, à la résolution de problèmes dans le cadre de politiques publiques, donc l'amélioration des services proposés aux usagers, aux citoyens et aux partenaires, il faut peut-être commencer par ce qu'est le design déjà. Donc la conception d'objets, le graphisme. Donc une première initiation sur les enjeux de base et après aller sur le design des services qui a une forme qui est beaucoup, on va dire, beaucoup moins facile à appréhender pour des personnes qui ne connaissent vraiment pas le design. L'autre chose que j'aimerais aussi vous présenter, c'est le fait de constituer assez vite une communauté. Au démarrage, vous allez avoir une communauté qui va se construire de deux façons. Vous allez avoir les personnes qui sont intéressées par la thématique. C'est-à-dire, voilà. Donc, eux, ce sont, entre guillemets, vos ambassadeurs, on va dire. C'est les personnes qui vont parler de vous, qui vous comprennent, qui connaissent, en fait, le sujet. Donc, eux, ils sont très faciles à convaincre. Et franchement, pour une question d'économie de moyens, c'est vraiment de vous entourer le plus possible de ces personnes-là au démarrage. Et après, progressivement, d'aller vers des personnes qui ne vous connaissent pas du tout. Après, vous allez avoir généralement des équipes projets ou groupes projets selon la taille de votre structure et du projet en question. Ce sont en fait les personnes que vous accompagnez. Que vous accompagnez. Donc voilà, dans le développement de projet. Et vous allez avoir après derrière les personnes qui sont plutôt
du type complice, sympathisant, qui comprennent en fait ce que vous proposez, mais qui n'ont pas forcément, on va dire, été accompagnés par vous, qui ne sont pas forcément à la base intéressés par le sujet, mais que vous allez au fur et à mesure amener en fait vers ces thématiques. Donc on va peut-être même les appeler les curieux. Par rapport aux personnes intéressées par le sujet, on va dire que les premiers, ils connaissent par exemple le design, ou ils vont vous parler de design thinking. Donc à minima, vous avez quand même des gens où vous dites, bon, on me parle de design thinking, j'ai plus de chances de pouvoir leur parler de design de service public par exemple, ou de design fiction même. Donc voilà, c'est un petit peu une première marche. La constitution d'une communauté n'est pas très évidente, on va dire, au démarrage. Donc le plus simple pour vous, c'est d'essayer de la constituer en menant des projets avec des personnes. Donc de développer des habitudes de travail. Donc ça, c'est un point clé. Des habitudes communes de travail. Ça va être beaucoup plus simple avec vos équipes projets de faire ça, vu qu'en fait, vous allez être amené à développer des projets, donc vous faites une pierre deux coups en créant votre communauté. Les personnes intéressées, là, c'est là où c'est pas mal, où vous allez pouvoir reboucler, soit en les faisant participer à des conférences, comme ceci, soit tout simplement, vous les formez. Et les curieux, pour moi, c'est ceux où on va, dans un premier temps, faire des rencontres avec eux, mais plutôt dans le but de clarifier leurs besoins. Et je dirais même leur posture. Alors, ce que j'entends par posture, c'est que, par exemple, si on parle de l'ergonomie, il y a par exemple beaucoup de métiers de l'ergonomie, notamment dans les institutions publiques. Mais ce sont des métiers qui, en fonction de leur profil et de leur posture, sont plus proches de l'innovation ou moins proches. Voilà, ça peut être par exemple très proche des sciences sociales et beaucoup moins proche d'une approche d'innovation. Donc c'est bien de clarifier la posture de la personne et son positionnement pour savoir si vous allez être face à une personne qui va facilement comprendre vos méthodologies, pouvoir même vous compléter dans vos interventions, ou au contraire une personne qui est plus dans une forme de défiance face à votre approche, qui va se dire « mais qu'est-ce que c'est ? Je n'y comprends rien !» Et donc là, avec ce type de personnes-là, vous allez devoir approfondir un petit peu plus les choses, plus cadrer et les épauler pas à pas. Donc ça nécessite aussi de reclarifier votre rôle et le leur en même temps. Donc on va dire qu'on est sur une étape qui est moins évidente. Sur la partie structurer une offre de service, on avait commencé à l'évoquer ensemble juste avant. La première partie, selon moi, est de diffuser. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, vous diffusez et vous améliorez. Diffuser, améliorer et itérer. Dans améliorer, pour moi, c'est vraiment, on fait des petites améliorations dans l'explication. C'est très léger. Et l'itération, c'est qu'on va vraiment aller beaucoup plus loin. Par exemple, on va changer des choses. Donc voilà, c'est une petite boucle en fait avec légère amélioration. Je vous donne un exemple concret. Ça m'est déjà arrivé du coup dans la conception d'une offre de service de parler à un moment de design pour le vieillissement dans le cadre de mon association. Et c'était quelque chose qui n'était pas clair dans l'explication. Donc là, l'offre de service en soi était bonne, mais par contre, l'explication amenait de la confusion. Donc pour aller plus simple, on a parlé d'innovation pour améliorer le bien vieillir. Voilà, c'est juste le terme qui a été changé, mais c'est une légère amélioration qui a permis beaucoup plus de compréhension. Sur la structuration de l'offre de service, nous avons aussi la communication. Et là, c'est là où vous allez devoir être assez fin et en même temps hacker le système. La finesse, c'est d'identifier les canaux. Dans un premier temps, vous allez devoir identifier les canaux de communication. Tout ce qui vous est possible de faire et après hacker ce qui est existant ou ce qui n'existe pas. Alors, la partie hacker le système, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, ce que j'ai tendance à faire personnellement, c'est que je me dis qu'il y a peut-être d'autres formats, d'autres médiums qui sont intéressants et qu'on pourrait utiliser pour valoriser ce qui est fait. Ça peut être la création de podcasts,
qui va amener, on va dire, une certaine nouveauté ou une fraîcheur dans la façon d'expliquer un discours par rapport à une lettre d'information ou une newsletter. Un autre format que j'utilise pas mal, ça va être des visuels ou des illustrations. Après, il va falloir passer à la valorisation. La valorisation, c'est lorsque vous valorisez ce que vous faites au quotidien. Ça va passer notamment par des restitutions, des expositions, des copiles, donc des comités de pilotage. Voilà, donc c'est utiliser tous les moyens qui sont au sein de votre structure pour vous valoriser. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que vous pouvez faire un excellent travail, mais si vous ne vous le valorisez pas auprès des personnes, et pas uniquement avec de la communication, donc réseaux sociaux, intranet et tout ça, vous allez être limité. Il faut vraiment penser, quand vous intervenez auprès d'une personne, à vous présenter, à vous valoriser. Bon, on passe un peu parfois pour des VRP, mais c'est très important vu que la personne va se dire derrière « Ah, c'est intéressant, je comprends ce qu'elle fait, et du coup, je vais pouvoir la solliciter derrière ». Un autre aspect qui me semble essentiel aussi à évoquer, c'est la stratégie. Il va vous falloir identifier une stratégie d'intégration. Donc là, c'est la question à se poser, c'est comment faciliter ma légitimation ou comment mieux me légitimer, on va dire. Me légitimer au sein de la structure. Et pour ça, parfois, ça va être aussi de traiter des sujets qui sont importants. Dans un premier temps, je pense que quand vous arrivez dans une structure, il faut aussi prendre des sujets sur lesquels on ne va pas vous attendre autrement si vous vous loupez. Donc avoir aussi le droit à l'erreur. Mais par contre, prendre des sujets importants pour la collectivité ou pour votre entreprise ou votre association, ça va vous permettre de vous légitimer. Vu que derrière, on va dire, l'impact est plus grand. Travailler sur des sujets et des projets centraux pour votre structure. Sache impactant. Ensuite, l'autre aspect que j'aimerais beaucoup évoquer avec vous, c'est d'accompagner des projets. Ça tombe sous le sens, mais le fait de montrer ce que vous savez faire, c'est la meilleure façon d'expliquer aux personnes, surtout en parlant de design. Donc, montrez vos talents et votre expertise. Dans cette même catégorie, nous avons aussi la réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous aidez aussi quelqu'un, il faut penser aussi à comment la personne va pouvoir vous aider en retour. Non pas dans une logique de donnant-donnant, mais de réciprocité. Parce que les processus de design et d'innovation sont lourds, assez longs généralement, et vont nécessiter pas mal de temps. Donc c'est bien aussi qu'en face, si vous, par exemple, accordez beaucoup de temps à une personne, si vous lui accordez par exemple 1 jour par semaine, il faut aussi que l'autre personne de l'autre service puisse à un moment soit vous rendre l'appareil, ou communiquer également, ou s'investisse à minima autant que vous. Donc c'est pour ça qu'on travaille des sortes de contrats de réciprocité, ou ça peut prendre aussi d'autres formes. Ça, c'est des formes qu'on a pas mal dans les collectivités, en tout cas dans les labs d'innovation publiques. Je sais qu'il y en a plusieurs structures qui en ont également. Dans ce cadre-là, on a des sortes de contrats qui permettent de dire aux services qu'on accompagne « Ok, écoute, moi je t'accompagne, mais voilà quelques conditions. Par exemple, bien valoriser que c'est moi qui ai coporté le projet avec toi, que ensemble on communique collectivement, voilà, passe l'un et l'autre séparément. Ça peut être aussi investir du temps, ça peut être la répartition du budget. Ça permet en fait de clarifier le rôle de chacun. En gros, c'est acquérir des outils comme le ferait une entreprise lorsqu'elle contractualise ou qu'elle remporte un marché. C'est-à-dire qu'elle va en fait établir des règles ou en amont la structure pour laquelle elle a répondu, on va dire à l'offre ou au marché, va elle établir des règles. Et en fait, les deux s'accordent ensemble pour que derrière, il n'y ait pas une des parties qui soit lésée. Donc, ce que je disais là-dessus, c'était établir en fait les critères d'une collaboration saine. Donc, ça peut être par exemple les rôles, le temps. J'ajouterai aussi les critères de sélection des projets.
pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, les critères de sélection des projets sont assez importants, selon moi, parce que ça peut vous permettre soit d'éviter de vous retomber sur des projets un peu, on va dire, soit mal formulés, soit très mal orientés ou qui n'ont pas, on va dire qui sont contraires à vos valeurs en termes de design, d'innovation ou d'approche centrée utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, travailler sur un projet où vous savez qu'il y a une concertation et que derrière, en fait, ils ont déjà prévu de démolir le pont et pour en faire, par exemple, un espace cloisonné. Et que vous, c'était pas en fait ce qui était prévu et que lorsque vous concertez les usagers, ils veulent plutôt garder le pont parce que c'est un espace qui leur plaît. Ils veulent peut-être même que ça soit davantage végétalisé. Donc là, c'est compliqué, je trouve, et que ça va beaucoup sur de la manipulation. Sur la partie facilitation graphique et design participatif, ce qui va être intéressant, c'est dans un premier temps de faire appel aux méthodes d'intelligence collective, donc de faire des ateliers, des groupes de travail avec les personnes pour leur montrer vos méthodologies, votre posture et comment vous travaillez. Ça va être un des meilleurs moyens de véhiculer et de partager vos méthodes. Et après, derrière, vous allez pouvoir utiliser identifier des besoins en termes de formation et co-construire avec eux des formations-actions autour de projets concrets. Comme ça, vous faites une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous accompagnez un projet et après vous identifiez comment former les personnes. Et enfin, un des derniers points, c'est l'innovation par le design. Donc comme je disais tout à l'heure, montrer vos talents et votre expertise, mais pas que. Là, l'idée, ça va être vraiment d'aller assez loin aussi dans votre approche pour montrer son potentiel. Donc à la fois, on va dire au départ, il faut y aller pas à pas, et à un moment, il faut y aller franchement, alors en montrant ce que ça va donner concrètement s'il vous laisse la possibilité d'aller jusqu'au bout. Donc là, il faut être assez attentif sur la qualité des rendus, donc de vos livrables, et bien nourrir et documenter un projet. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette visioconférence. Merci beaucoup aux participants d'avoir complété aussi en parallèle et d'avoir pu nourrir la réflexion. Merci et à bientôt pour un prochain rendez-vous mensuel.